Partenariat avec RCFM. Depuis le scrutin territorial de juin dernier qui a vu la victoire écrasante des nationalistes, l'opposition de droite fait entendre sa voix en jouant son rôle de contre-pouvoir au sein de l'hémicycle territorial. Pour autant, sa faible représentation locale, ajoutée à ses déchirements au plan national et l'incapacité à trouver une voie entre le macronisme et l'extrême droite, la condamne à un rôle subalterne pour la première fois sous la Ve République. Alors de cette nouvelle donne politique, mais aussi des affaires courantes de la Corse, il en sera question avec notre invité qui n'est autre que Jean-Martin Mandoloni, conseiller territorial, membre du groupe Sofiono. Bonsoir Jean-Martin Mandoloni. Bonsoir, merci de votre invitation. Et bienvenue sur ce plateau et merci d'y avoir répondu. Alors vous serez face à Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Dominique Moret de la rédaction de Via Style. Bonsoir Dominique. Alors je le disais, depuis 2012, la droite n'est plus en responsabilité en France en général. Et encore, ça a commencé un petit peu plus tôt, en 2010. Depuis, ça a été une succession d'échecs entrecoupés de très rares succès électoraux. Comment est-ce que vous analysez cette évolution globale de votre famille politique? D'abord, je pense que vous faites un tableau assez noir. Et je ne veux pas dresser un tableau beaucoup plus idyllique, mais je pense que la droite résiste plutôt bien aux évolutions du temps. Je pense que l'opinion française, on le voit bien, dans sa diversité, se situe plutôt sur l'échiquier à droite. De la même façon, elle a vocation à déployer son idéologie, sa doctrine et sa façon d'être au monde sur tous les territoires, avec un certain nombre de difficultés liées notamment et en grande partie à la désaffection du corps électoral pour la chose publique en général, pas seulement pour la droite. Mais est-ce qu'il y a une réflexion collective qui a été engagée sur les raisons profondes de cet échec? Alors bon, au niveau national peut-être, encore ça s'est pas forcément vu. Alors voilà, vous avez fait ça à l'interne, mais visiblement on n'a pas eu vraiment l'impression qu'il y ait eu une réflexion sur les échecs. Jean Vitus, on ne se remet jamais impunément d'un échec. Évidemment qu'il y a une introspective, évidemment qu'il y a des remises en cause, et évidemment qu'on a la vocation à réfléchir individuellement et collectivement à des défaites qui se succèdent. Moi, je pense qu'il faut en revenir, comme souvent, à des définitions précises. Il faut savoir ce que c'est d'être de droite, ce que ça veut dire se sentir du peuple de droite. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont permanentes, les valeurs d'autorité, les valeurs d'ordre, les valeurs de tradition, les valeurs de conservatisme, les valeurs de mérite, les valeurs d'effort, qui sont ancrées dans l'opinion, mais qui ont du mal, manifestement, à être portées par des individus. Et je dirais que la droite régionale et la droite nationale, elle est moins orpheline d'un leader qu'orpheline d'un espoir. Et je pense que les semaines qui vont souffrir sont de nature à créer un espoir de façon à ce qu'on se retrouve autour de cette valeur en tenant un langage le plus décomplexé possible, parce que je pense, et c'est un deuxième argument qui milite pour expliquer cette désaffection du corps électoral pour les valeurs de droite, je pense que nous avons été beaucoup complexés et assez tièdes sur un certain nombre d'enjeux fondamentaux qui traversent l'opinion. L'identité, par exemple, ça a été totalement abandonné. Et puis aujourd'hui, on voit qu'à droite de la droite, au niveau national, c'est un créneau porteur. Et encore, c'est un créneau porteur depuis des années. Est-ce que là, il n'y a pas eu, quelque part, un dévoiement dans le sens où c'était quelque chose qui était très ancré à droite, et puis vous l'avez laissé tomber, et puis finalement, vous vous êtes laissé battre sur votre propre socle? Bon, d'abord, il faut resituer ça dans un contexte plus global de radicalisation de l'offre politique. Aujourd'hui, quelles sont les forces qui progressent dans l'opinion? Manifestement, ce sont les forces d'extrême gauche et d'extrême droite. Surtout d'extrême gauche, pas beaucoup. Extrême gauche a percé, notamment sur le dernier scrutin présidentiel. Et on voit bien que l'extrême droite, en tout cas celles et ceux qui tentent de le représenter, percent. Pourquoi? Parce que je pense, et il ne faut pas en cela blâmer les électeurs qui se tournent vers ces forces-là, parce que la droite n'a pas su parler de façon décomplexée d'un certain nombre de sujets. Au premier rang desquels l'immigration. Je crois que c'est devenu un sujet tabou pendant plus de 2 décennies, alors qu'il suffisait de dire de façon décomplexée qu'il y a 2 camps qui s'autonourrissent l'un et l'autre qui sont insupportables. Le premier consiste à dire l'immigration zéro, c'est très bien que ça ne peut pas dans le monde d'aujourd'hui exister. Le deuxième, c'est de dire on doit donner un asile et un refuge à tout un chacun. Je crois qu'entre les deux, parler de façon très tranquille d'une immigration qui soit choisie, d'une immigration qui soit contrôlée, d'une immigration qui soit quantifiée en fonction des besoins économiques, je pense que c'est un discours qu'il faut poser de façon tout à fait sereine dans le débat et qui doit permettre aux électeurs dits de droite, qui sont quand même de nouveau sensibles aux valeurs de mérite, aux valeurs d'effort, aux valeurs identitaires, de revenir dans un camp qui soit plus respectable des valeurs humanistes que la droite a toujours portées. Mais les raisons de l'échec au plan national sont les mêmes qu'en Corse?
Ou elles sont différentes? Non, elles sont complètement différentes, si vous voulez, dans la mesure où en Corse, nous avons une force originale, en tout cas lorsqu'on se situe dans le spectre national, qui est la force nationaliste, qui a su convaincre, pour des raisons d'ailleurs qui touchent, me semble-t-il, à une structuration de l'offre politique nationale, voire internationale. Comment j'explique la progression des nationalistes en Corse? De façon très simple, et ça fait lien avec l'international. En gros, on vit dans un monde qui est mondialisé. Le monde mondialisé, quelles sont sinon ses vertus, en tout cas, quelles sont ses caractéristiques? D'abord, c'est le culte de l'argent roi. Et vous avez en Corse des gens qui disent, aujourd'hui, on peut vivre sans être dépendant de l'argent. Ils le disent mieux que d'autres. La deuxième caractéristique de l'offre de mondialisation, aujourd'hui, c'est l'aseptisation, c'est l'uniformisation des pratiques. Là où nous sommes singuliers. Et les nationalistes le disent peut-être mieux que d'autres. Enfin, et surtout, je crois que les nationalistes, mieux que d'autres, répondent à ce réflexe identitaire par rapport au ravage de la mondialisation en termes de pratiques et en termes de pensée. Je pense que chacun a besoin de retrouver ses racines, là où il a du mal à s'envoler, et là où les pratiques aujourd'hui de mondialisation, d'offres liées à la circulation, au consumérisme, à l'argent roi, je crois que chacun a besoin de se retrouver derrière un peuple, derrière une identité, derrière une langue, derrière un territoire. Et c'est comme ça que j'explique en partie la poussée nationaliste en Corse, dopée par des effets marketing sur lesquels peut-être nous reviendrons durant l'émission. Alors avant de poursuivre sur ce thème, nous allons regarder le sujet de Marc-Antoine Reynouch sur cette droite en quête de sens. Au soir du second tour des élections territoriales et malgré la défaite, c'est bien le soulagement qui dominait chez Laurent Marcangeli et ses soutiens. Après un premier tour décevant, la droite avait alors redressé la barre en l'espace d'une semaine. 32% des voix et 17 élus obtenus dans la nouvelle Assemblée, soit un siège de plus que lors de la mandature précédente. Nous n'avons certes pas été en mesure de pouvoir gagner, mais nous sommes là, et bien là. Effectivement, la droite est encore bien là. Elle est même la seule formation politique à résister solidement au raz-de-marée nationaliste. Pour autant, se contenter d'une défaite, certes honorable, peut être perçue comme un signe d'affaiblissement, surtout de la part d'un mouvement historiquement dominateur sur l'île. Depuis 2010 et la perte de la région, la droite connaît une lente érosion de son électorat au profit de Gilles Simeoni en premier lieu, mais aussi de Jean-Christophe Angelini dans l'extrême sud. Au plan du positionnement politique, la ligne dessinée par Laurent Marcangeli dès le soir de la défaite a été celle d'une opposition dite ferme mais ouverte. Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse, le groupe de droite a en grande partie appuyé la motion extraordinaire en faveur du rapprochement en Corse des prisonniers du commando Erignac. Dans le domaine du foncier et du logement, Onsofiono a en revanche voté contre la motion déposée par Jean-Félix Aquavive, qui propose un droit de préemption renforcé de la CDC, ainsi qu'une taxe sur les ventes de résidences secondaires. Par l'intermédiaire d'une lettre adressée au Premier ministre, la conseillère territoriale Marie-Anne Pierre a fait des propositions alternatives sur le sujet, dont une exonération partielle des droits de succession. Donc vous allez dire aux Corses demain, à un couple qui veut vendre un bien, mais non, ce bien, vous ne pourrez pas le vendre 400 000 euros, mais 200 000 euros. Oui, mais moi j'ai un prêt de 300 000, comment je fais? Parce que ça, c'est factuel. C'est ce que nous rencontrons. Au niveau national, les remous provoqués par l'élection présidentielle qui approche pourraient avoir des conséquences au plan local. Dans une famille politique où la notion de leadership est centrale, le parti Les Républicains est contraint d'organiser un congrès pour désigner son candidat. Le risque d'être pris en tenaille politiquement est également très fort, avec d'un côté le président sortant Emmanuel Macron qui caracole en tête des intentions de vote, et de l'autre le presque candidat Éric Zemmour, qui pourrait lui récupérer une partie de l'électorat historique de la droite. Alors, la droite a toujours eu une démarche globalement bonapartiste. Il y avait un leader, d'ailleurs les institutions de la Ve République sont aussi taillées pour ça. Et il y avait le chef, et puis tout le monde suivait, avec des personnalités fortes aussi. Aujourd'hui, c'est quand il n'y a plus de chef. Comment on fait ? C'est plus compliqué. En effet, je pense que la droite, peut-être plus que d'autres formations, est non pas dans le culte du chef, mais
elle trouve son confort lorsqu'un leader s'impose de façon incontestée et incontestable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que la dernière fois, à l'occasion de l'élection présidentielle, la primaire ouverte a permis de désigner un candidat qui avait la pleine légitimité. Je regrette du reste que ce mode de désignation ait été abandonné pour une primaire fermée, puisque finalement ce sont une centaine de milliers de militants qui vont désigner celui qui a vocation à occuper le pouvoir suprême. Dans ces conditions, on verra bien ce qui va se dégager. Je pense qu'il faut que l'on profile celui qui doit conduire les affaires de ce qui reste un grand pays, en dépit de ce qu'on veut bien entendre sur ce sujet. Je pense qu'il y a 3 vertus qui doivent accompagner un président de la République. C'est celui d'abord qui fixe le cap, qui continue à asseoir, sinon la grandeur, en tout cas l'autorité de la France au plan international, en tout cas du point de vue diplomatique. Je pense que la deuxième fonction, c'est quelqu'un qui doit continuer à être connecté au territoire et à ses élus locaux. La troisième fonction, on le voit bien dans le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, c'est sa capacité à encaisser les chocs. Je rappelle pour mémoire que les 3 derniers présidents de la République ont encaissé 3 chocs. Le premier, c'était une crise financière inouïe. Le deuxième, la crise du terrorisme. Le troisième vient d'encaisser une crise sanitaire complètement inédite. Je crois que ces vertus-là ne se trouvent pas, comme disait l'autre, chez un président normal. Je crois qu'il s'agit de distinguer celui ou celle qui pourra accompagner le pays dans ces conditions. C'est vrai, il y a la personnalité, mais pas seulement. C'est aussi un problème au niveau du positionnement politique, voire de l'idéologie. Vous êtes pris entre cette extrême droite qui monte et qui prend beaucoup chez les lecteurs traditionnels de la droite. Et puis de l'autre côté, du point de vue économique cette fois-ci, vous avez Macron qui vous a piqué votre programme. On l'a entendu hier soir à la télévision. Qu'est-ce qui va rester au programme de la droite ? Oui, hier soir, nous avons entendu peut-être le 6e candidat à la primaire. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnalités qui se distinguent, mais il y a surtout la quête de sens que nous devons retrouver à droite, autour des valeurs que j'évoquais en préalable à cette émission. Je crois que les valeurs restent, elles, permanentes, les valeurs d'autorité, les valeurs de mérite, les valeurs d'effort, restent centrales dans l'opinion française en général, qui reste malgré tout dans son esprit, même s'il y a une urbanisation des consciences, qui reste avant tout rurale. Il appartiendra à celui ou celle qui est désigné par la primaire de les porter au plus haut. Il est vrai que dans une confusion des genres où le président sortant délivre des messages pour le moins subliminaux en direction des électeurs de droite. Aujourd'hui, les électeurs de droite, justement, on pense qu'ils sont très nombreux. On voit bien, on le disait tout à l'heure, les idées qui dominent sont celles qui sont à droite. Vous pensez que le phénomène Zemmour, il va une nouvelle fois faire qu'il y aura une éviction du candidat de droite au second tour? Aujourd'hui, tous les sondages sont unanimes. Certes, le Congrès, il n'est pas encore assez avancé pour qu'on puisse dire c'est tel candidat, que les gens ne déterminent peut-être pas forcément, on va dire, en fonction de la réalité, mais aujourd'hui, on sent que vous êtes quand même au creux de la vague, malgré, on va dire, des idées dominantes, ce qui est assez paradoxal. Bon, la modeste expérience que nous avons les uns les autres de l'élection présidentielle doivent nous conduire à être un peu prudents sur ces sujets et à attendre, on va dire, le mois de janvier-février où les choses sont assez décantées. Bon, le phénomène Zemmour, on ne va pas faire comme s'il n'existait pas. D'ailleurs, les candidats, au Congrès font très bien comme s'il existait, puisque les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont été durcies ces quelque temps. L'analysez-vous? Comment l'expliquez-vous surtout l'émergence de ce personnage qui était un ancien chroniqueur, un ancien éditorialiste, un ancien journaliste, un ancien confrère qui, comme ça, émerge et recueille dans les intentions de vote à peu près 16, 17, voire 18% et est qualifié au second tour. C'est quand même surprenant. Mais Patrick, c'est l'expression du monde qui change. Et vous avez raison de rappeler, d'abord, c'est un journaliste. C'est pas n'importe quel journaliste. C'est pas n'importe quel journaliste. C'est pas un journaliste qui vous ressemble. C'est un journaliste d'information continue. C'est l'émergence de l'information continue. L'information sur les réseaux sociaux, c'est d'abord cela, ce que dit Éric Zemmour. Ce qu'il dit de l'évolution de l'information est particulièrement préoccupante. Je pense de ce point de vue que, à bien des égards, c'est sinon une insulte, en tout cas une injure faite au journalisme tel que moi je l'entends, avec ses codes de théologie et un journalisme vertical qui se départit de tous les risques de l'information non filtrée. Votre métier, ce n'est pas de délivrer de l'information continue, c'est de distiller de l'information sourcée. Et il ne fait pas le même métier que vous. La deuxième chose, une chaîne Zemmour, c'est que c'est quand même le produit d'une chaîne où les dernières enquêtes
scientifiques montrent qu'il intervient 8 à 9 fois plus que les autres candidats, donc il y a un outil dédié. On sent bien qu'il y a une trumpisation des pratiques, et c'est quelque part aussi une insulte à la démocratie, puisqu'il y a un maniement du mensonge. De quoi est-il le nom? De quoi est-il le nom? D'une décomposition du paysage politique? Non, je pense qu'il est le nom d'une américanisation, d'une trumpisation des pratiques qui ne laisse pas insensible une partie de l'opinion, sous le couvert d'un intellectualisme de bonne loi. Pardon, mais quand on dit que c'est un essayiste, moi dans ma culture, quand on me dit essai, je pense à Camus, je pense à Sartre, je pense à des gens qui ont une autorité morale on dit aussi qui est incontestée. Il n'est qu'à vérifier les erreurs manifestes et les contresens historiques qu'il distille de façon éhontée pour se rendre compte qu'on a affaire à un candidat fantoche. Pour autant, je pense qu'il convient de respecter celles et ceux qui sont sensibles à ces thèses, et je reviens à mon propos initial, je pense que la droite a intérêt à se décomplexer sur certains sujets et à les poser de façon rationnelle, sinon le risque c'est d'avoir des mouvements politiques qui ressemblent un peu à ce qui s'est passé aux États-Unis durant les dernières années, avec une sensibilité accrue de l'opinion à des gens dont on se méfie pas du danger qu'ils peuvent représenter pour la démocratie et surtout l'installation du mensonge éhonté comme mode de fonctionnement de la vie publique. Cette affaire de Zemmour, est-ce que c'est pas plus profond? Parce qu'à travers les propos qu'il tient, on a l'impression qu'on revient à une droite maurassienne, vichiste, qui a quand même toujours existé en France. On a vu les dégâts que ça a pu produire il y a un demi-siècle. J'aimerais pouvoir vous dire oui, mais lorsqu'on fait référence à Maurras, lorsqu'on fait référence à des gens qui ont guidé l'opinion publique sur ce qu'on appelait la droite de l'époque, parce que la droite de l'époque n'est pas la droite d'aujourd'hui. Le gaullisme, nourri par des gens comme Malraux, c'était quand même autre chose que ce que nous met Zemmour sur la table. Oui. C'est un type du nationalisme intégral, finalement, comme on disait dans l'entre-deux-guerres. Non, mais vous avez quand même... ça doit interpeller l'opinion, un type d'origine algérienne, juif de confession, qui est devenu antisémite, qui à la fois fait l'apologie de Gaulle et est capable de vanter les mérites de Pétain. Mais à un moment donné, je crois qu'il y a un désordre de la pensée qui n'est bon pour personne, qui ne sera pas bon pour lui à terme. Enfin, moi, je n'en fais pas le pari, mais je relève le défi. Je pense qu'au mois de février, tout ça risque de s'éteindre au moment où il va avoir débattre. Parce qu'à un moment donné, vous allez inviter cet homme à débattre sur des sujets de société. Oui ou non pour le nucléaire? Qu'est-ce que vous proposez sur l'immigration? Qu'est-ce que vous proposez sur les grands enjeux qui traversent le monde aujourd'hui, sur le changement climatique? Qu'est-ce que vous proposez sur l'économie numérique? Qu'est-ce que vous proposez sur des sujets qui vont engager la vie des Français? En tout cas, dans son sillage intellectuel, pour l'instant, il a entraîné pas mal de gens. Je pense à Michel Barnier, qui a tenu des propos surprenants pour un ancien commissaire européen vis-à-vis de l'Europe. Je pense à Arnaud Montebourg, qui a tenu aussi des propos, d'ailleurs il est revenu dessus, qui ont choqué concernant l'immigration. C'est lui qui fixe l'ordre du jour. Non, je pense qu'il... Et surtout la doctrine. Il ne faut pas être dans la confusion des genres. Je pense qu'il faut distinguer les thématiques de la façon dont Éric Zemmour s'empare de ces problématiques et distille des solutions qui sont de fausses solutions. Je crois que Michel Barnier, je crois qu'Arnaud Montebourg et d'autres ont raison de s'emparer de ces pratiques. Ce que vous dites finalement, c'est raison de s'emparer de ces thématiques. C'est sans quoi d'autres le font. On a l'impression qu'ils le font contraint et forcé. Ils le font contraint et forcé. Une façon de s'aligner, parce que si les thématiques sont les mêmes, peu importe qui les dit, et en fonction de ton histoire, effectivement, on peut imaginer que c'est plus ou moins grave. Mais là, on a par exemple Xavier Bertrand qui dit que les procureurs doivent pouvoir condamner à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. C'est-à-dire que l'accusation aurait le droit, s'il était demain président de la République, aurait le droit de condamner des gens. C'est assez nouveau dans la façon dont on envisageait la justice. Et au fond, on voit bien qu'il y a une course à l'échalote. Ça veut dire que votre mouvement, je ne sais pas si vous allez participer au Congrès, on ne vous a pas posé la question, peut-être que vous y répondrez. Mais votre mouvement, en tout cas, il va sur ces positions-là, avec certes une attitude moins ferme, mais un propos qui est très dur. Je ne suis pas encarté chez LR. Vous avez encartés qui sont réencartés, qui ont voté. Oui, mais moi, je ne me suis pas désencarté pour me réencarter, c'est la première chose que je dois dire. Je garde mon autonomie de pensée, ma liberté de ton et d'esprit. Je pense qu'il faut retrouver le courage de la nuance. Je pense qu'on est dans le pur produit de ce que j'appelle la pensée 1-0. C'est-à-dire la pensée binaire avec des camps qui s'autonourrissent l'un l'autre. Et je pense que ces courses à l'échalote sur un certain nombre de sujets fondamentaux
comme les libertés fondamentales, comme l'indépendance de la justice, comme tous les thèmes transverses qui fixent l'autorité régalienne de l'État doivent être maniés avec beaucoup de prudence. Et je pense qu'on ne gagne rien à courir derrière Éric Zemmour. Je pense que le temps venu, lorsque les Français auront à choisir celui ou celle qui va être désigné pour conduire un État dans un monde changeant, dans un monde où la brutalité des changements est de plus en plus prégnante, je pense que les Français feront preuve de sagesse à ce moment-là. Quant aux autres, celles et ceux qui pensent qu'Éric Zemmour peut être un bon président de la République, je les invite à un peu d'introspection. Je vais parler des 3 derniers présidents. Je n'ai pas soutenu tous ces derniers présidents. Mais est-ce qu'on imagine Éric Zemmour dans la nuit où Lehman Brothers est en train de s'effondrer et où on explique au président de la République à 3 heures du matin qu'il y a un risque de contagion bancaire mondiale? Qu'est-ce que fait Éric Zemmour à ce moment-là? Lorsqu'en 29 il y a eu des crises similaires, il y a eu des Éric Zemmour pour prendre le pouvoir. Oui, enfin, toute proportion gardée, bien sûr, mais en tout cas... Toute proportion gardée, mais on doit être instruit par l'expérience, Dominique. On doit être instruit par le passé. On doit rappeler par l'éducation, par l'information, les risques qu'il y a à désigner des hommes et des femmes qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, notamment des grands chocs sismiques que nous vivons de plus en plus régulièrement à l'échelle mondiale et qui impactent la France et tous les territoires, dont la Corse. Alors, le 4 décembre, il y aura le vote congrès de LR. Vous n'allez pas y participer puisque vous n'êtes pas encarté, mais il y a quand même peut-être un candidat qui a votre préférence. Il faut un profil, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense. Alors lequel parmi les 5 le profil de celui qui doit être désigné doit satisfaire un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est quelqu'un qui a une expérience, me semble-t-il, de la scène internationale. Je pense que c'est nécessaire. Quelqu'un qui garde le contact avec les territoires et quelqu'un qui ne soit pas un président normal. Quelqu'un qui soit capable de faire résilience lorsque les chocs mondiaux vont arriver, ces grands séismes vont le ramener à la figure. Donc il y a 2 personnes. Je pense il y a Michel Barnier qui, à mon avis, emporte sinon mes suffrages, en tout cas, qui est tout désigné à travers ce profil. Et je dois dire qu'à la fois l'estime et le respect que j'ai pour Xavier Bertrand m'incline à une certaine hésitation sur ce sujet. C'est, et je le regrette désormais, l'affaire des militants. Je le regrette, non pas parce que c'est le militant qui le désigne. Je pense qu'on a tiré une mauvaise leçon de la dernière primaire, qui était une primaire ouverte, qui a été réussie. C'est l'après-primaire, et qui a été sinon un naufrage, en tout cas. Ce qui veut dire que vous vous reconnaissiez dans Fillon et le... Je me reconnaissais dans le principe de la primaire qui vise de façon ouverte et désignée dans une famille de participants, politique élargie à ceux qui n'adhèrent pas à un parti, celui qui va porter les espoirs d'une famille politique. Pour revenir à la doctrine, une dernière question peut-être. Fillon, c'était réduire les fonctionnaires, 500 000 fonctionnaires en moins durant le mandat, je crois, ou 700 000. Là, on est tout à fait sur autre chose, y compris les candidats. Ça veut dire que la droite a beaucoup changé sur cette question-là. La crise Covid est passée depuis. Sur ce sujet-là, permettez-moi de marquer une différence, mais assumée. Arrêtons de parler du nombre de fonctionnaires qu'on va supprimer. C'est une mauvaise façon de prendre le problème. C'est pas parce que je suis fonctionnaire. C'est peut-être mon expérience de fonctionnaire qui démontre que ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire en France, qui est le pays qui légifère le plus, c'est légiférer 2 fois moins. Et lorsque vous allez légiférer 2 fois moins, mon adjointe et moi-même, qui avons 2 piles de dossiers, sommes aujourd'hui utiles. Et s'il y avait 2 fois moins de dossiers, peut-être que l'un d'entre nous ne serait pas utile. Et à ce moment-là, mécaniquement, on va vers moins de fonctionnaires. La suppression de postes de fonctionnaires n'a pas été totalement abandonnée. Ce matin, Valérie Pécresse parlait de la suppression de 200 000 fonctionnaires sur le quinquennat, ce qui est déjà pas mal. On en fait l'alpha et l'oméga des économies sur les dépenses publiques. Encore une fois, ceux qui sont responsables du nombre de fonctionnaires, c'est ceux qui produisent des lois qui exigent qu'à un moment donné des fonctionnaires en face pour faire fonctionner ces lois. Je veux dire, il faut prendre le problème dans l'autre sens, que les parlementaires légifèrent moins sur des choses qui, à mon avis, pourraient être davantage simplifiées et qu'on tire le meilleur profit de l'ère numérique. Et tirer le meilleur profit de l'ère numérique, ce n'est pas laisser des gens sur le carreau au motif qu'on accentue une fracture, car vous savez qu'en Corse comme ailleurs, on a ce qu'on appelle les invisibles, ceux qui ne sont pas touchés par les aides, qui sont des victimes prioritaires de la fracture numérique. Donc ce n'est pas le seul sujet en cause. Alors depuis 5 ans, Macron dirige la France. Quel jugement est-ce que vous portez sur ce quinquennat ? Je porte un jugement mitigé quant à sa capacité à sortir du moule de l'énarchie dans lequel il a été formé.
sa capacité à discuter avec les territoires et à prendre en compte les singularités des territoires de la France. La France n'est pas Paris. Ne connaît pas la France, d'après vous? Non, il ne connaît pas la France. Écoutez, je relisais les lettres à Anne de Mitterrand. C'est une correspondance amoureuse que j'invite chacun à relire, parce qu'à travers cette correspondance amoureuse, on revoit l'histoire de France. Mais ce qu'on voit, c'est que le mec était tous les matins avec des bottes dans les champs de la Corrèze et d'ailleurs. C'était le cas de Chirac aussi. C'est des gens qui avaient touché la terre au sens propre, au sens figuré. Donc on a un président qui a réussi de brillantes études, qui a entretenu les réseaux qu'il faut pour arriver au moment où il faut, avec une concordance des temps très, très judicieuse et très opportune, mais qui ne connaît pas la France. Il ne connaît pas la France parlementaire, il ne connaît pas la France des élus, et ne connaît pas la France des territoires tout court. Donc ça pose quand même un souci, en tout cas de mon point de vue. Les résultats économiques, en revanche, salués notamment par le FMI, par la Banque de France, l'INSEE, ne plaident pas en sa faveur, en tout cas pour l'instant. En revanche, je dois dire que dans les vertus que j'évoquais tout à l'heure, quant à la capacité à encaisser les chocs, autant les premiers soubresauts étaient très chaotiques quant à la gestion de la crise sanitaire, autant je crois qu'il y a une quasi-unanimité à reconnaître que le quoi qu'il en coûte, en tout cas la quasi-nationalisation des pratiques au moment où il s'est agi de défendre l'économie de la France, porte ses fruits et manifestement, en tout cas au niveau européen, on voit bien que la résilience de nos entreprises est beaucoup plus importante que celle d'autres pays européens. C'est un mouvement général aussi aux États-Unis. On crée beaucoup d'emplois en ce moment, à tel point que des gens démissionnent pour négocier des augmentations de salaire ou pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il y a une prospérité qui revient. C'est pas forcément les décisions d'Emmanuel Macron qui expliquent une résilience mondiale quand même. Les décisions d'Emmanuel Macron, et je me fais l'avocat du diable, moi je ne suis pas un fan de la Macronie, mais vous me demandez ce que je pense de l'action du président de la République. Je pense que sur ce sujet-là, il a été avant-gardiste. Il n'y a pas beaucoup de pays, dès 2019, qui ont pris les initiatives qu'a pris la France. Et je pense qu'aujourd'hui, si on retrouve des indicateurs, sinon verts, en tout cas moins rouges que ceux d'autres pays semblables de la même strate, je pense que cette pratique, qui a visé à un moment donné à sécuriser l'ensemble de nos entreprises, les grandes et les petites, porte ses fruits aujourd'hui. Je pense que ce bouclier, finalement, a évité le fléau que nous rencontrons à l'observation dans d'autres pays. Et dans sa pratique du pouvoir, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui interrogent, la concentration du pouvoir autour de sa personne, des décisions qui sont prises en Conseil de défense, plus qu'en Conseil des ministres d'ailleurs, un état d'urgence qui maintenant... un état d'urgence qui perdure depuis des mois et qui a été encore prolongé, l'affaiblissement du rôle du Parlement, en particulier de l'Assemblée nationale, la mise à l'écart des corps intermédiaires. Bon, je m'arrête là. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne pratique politique? Non, c'est la deuxième phase du profil que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'un président doit rester en contact, notamment avec les élus locaux qui sont quand même les derniers maillons de la République, qui connaissent les nuances de leur territoire. Et je pense qu'on a affaire à un homme qui tente de faire entrer à la fois dans le même moule et dans quelque chose d'assez uniformisant les territoires et les élus qui les représentent, et en même temps qui dans une concentration inédite des pouvoirs. Ce n'est pas l'esprit de la Ve République, ce n'est pas comme ça que le général de Gaulle avait conçu l'exercice du pouvoir du président de la République, qui devait être au-dessus de la mêlée, mais qui ne devait pas être dans l'épaisseur des choses. Le discours d'hier soir, si on s'y attarde 2 secondes, mais c'est un discours sur la deuxième partie. Personne n'est dupe, il s'agissait d'un discours d'entrée en campagne, mais sur le domaine de la santé, annoncer qu'on va vers une 3e dose quasi obligatoire. C'est le niveau d'annonce d'un ministère de la Santé le mercredi en sortant du Conseil des ministres. Ce n'est pas le niveau d'une intervention telle que le général de Gaulle les imaginait lorsqu'il daignait se produire à la télé devant l'ensemble du peuple français qui attendait ces moments avec impatience, en tout cas, sinon avec gourmandise, avec intérêt, parce que on fixait des choses qui engageaient sur le moyen long terme. Bon, là, on est dans une succession de mesures qui sont discutables et qui sont même recevables, en tout cas pour ce que je représente, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de ce que doit être et de la parole que doit distiller un président de la République. Sur la question des libertés, est-ce que vous estimez qu'elles ont reculé durant ce quinquennat? Beaucoup le disent. Beaucoup le disent, beaucoup le pensent, beaucoup l'affirment. C'est certainement vrai, mais là, on est sur un débat de fond. Lorsqu'on est dans
un système où la sécurité est menacée, il faut savoir sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité, et inversement, parfois, sacrifier un peu de sécurité pour un peu plus de liberté. Je pense que les libertés, lorsqu'elles ont été menacées, en tout cas l'ont été au profit de la sécurité publique et de la sécurité sanitaire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est patienter et attendre qu'on sorte de cette situation de crise quasi permanente pour voir si en effet ces aspects liberticides sont installés dans le temps et si on va s'en réjouir ou pas. Alors, vous évoquez le général de Gaulle, c'était un décentralisateur, puisqu'en tout cas, sa réforme qui n'a pas pu être menée à terme, parce que le référendum a donné les résultats que l'on sait en 69. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, également, il y a des frustrations? Emmanuel Macron n'a rien cédé sur le terrain du jeu institutionnel et des demandes qui sont faites par l'Assemblée de Corse. Voilà, quid à ce niveau-là et quid aussi, question plus d'actualité, de Jean Castex et de sa venue prochaine, qu'on pourrait relier à cette même question. Bon, d'abord, rappeler que des De Gaulle, il y en a un par siècle. Je dis ça pour ceux qui se réclament du gaullisme. Donc celui qui, aujourd'hui... C'est pour la décentralisation, c'est pas pour revenir sur De Gaulle. Hein. Oui, mais c'est important de rappeler pourquoi cette figure a marqué l'opinion. C'est quand même le seul personnage de l'histoire de France à avoir sauvé un pays en temps de guerre et avoir installé de façon durable une stabilité en temps de paix. Je pense qu'Emmanuel Macron est probablement, par formation, encore une fois, sourd aux évolutions institutionnelles, parce que la France, en tout cas, la France, dans ce que l'énarchie produit de gens qui pensent ou qui sont censés penser les évolutions institutionnelles, est engoncée dans un moule qui ne correspond plus à l'ère du temps. Et je pense tout simplement que l'État central, parce qu'il faut distinguer l'État réel de l'État central. L'État réel tel qu'il se déploie dans un territoire, l'État tel qu'il se déploie dans un territoire n'est pas l'État central tel qu'il le pense, a peur de la singularité. Je pense que l'État n'a pas compris que la singularité, y compris institutionnelle, d'un territoire n'est pas une menace pour la France. Ce qui est une menace pour la France aujourd'hui, ce sont les grands mouvements climatiques, terroristes, économiques, bancaires. C'est ça qui menace la France aujourd'hui. C'est pas le fait qu'on donne un peu plus de pouvoir aux institutions. Mais puisque vous m'interrogez sur ce sujet, moi je voudrais être très clair là-dessus. Il ne faut pas non plus verser dans un modèle qui vise à répondre systématiquement à la fièvre institutionnelle. Bon, là, il y a quand même 3 élections qui disent quand même une certaine volonté du corps électoral corse. Donc on peut imaginer que quand même... C'est l'analyse que vous faites et l'analyse qui est sensiblement partagée par le plus grand nombre. Pardon de me mettre en contrepoint de cette analyse. On va prendre un exemple, si vous voulez bien, parce que finalement, on est tous quasi unanimes à penser qu'un peu plus d'autonomie, ce serait un peu plus de bonheur. Écoutez, moi j'ai demandé l'autre jour en conférence des présidents, puisqu'on travaille sur le rapport Mastor, qu'on réfléchisse à 3 choses. D'abord, je pense qu'il est nécessaire de bien fixer les termes. C'est quoi l'autonomie de plein droit, de plein exercice? C'est quoi la souveraineté? C'est quoi l'indépendance de Corsica Libre? C'est quoi l'autodétermination? Je pense qu'il faut fixer les termes. Moi, je suis un autonomiste convaincu. Dès lors qu'on fait la preuve que l'autonomie qu'on vous a octroyée, vous en avez fait bon usage. C'est la deuxième chose que j'ai demandé qu'on fasse très librement, sereinement, sans éclat, un bilan. Comment vous pouvez savoir que c'est un bon usage ou un mauvais usage? Mais écoutez, parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas dans l'autonomie. Ah non, mais Jean-Vitus, ça c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous en matière de transport. À l'Assemblée ? En matière de transport, on est autonome, on fait ce qu'on veut. Allez demander au Corse. Pas vraiment. Quand vous voulez la collectivité territoriale, dont le reliquat avait été autorisé, l'utilisation du reliquat. Le Parlement, au titre de la solidarité nationale, vous octroie 180 millions d'euros par an et vous disent vous organisez votre desserte maritime et aérienne. Vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas allez demander au on a Corse. la preuve. Et vous l'avez vous-même... Au jour d'aujourd'hui, ne parlons pas du passé. On ne subit plus rien. Aujourd'hui, l'Assemblée de Corse fait l'usage que bon lui semble de cette solidarité nationale pour définir sa desserte maritime et aérienne. Allez demander aux Corses, dans cette marge d'autonomie, s'ils sont satisfaits de la façon dont nous avons organisé cette compétence. Deuxième sujet, les déchets. Et on fait ce qu'on veut. On est autonome en matière de gestion des déchets. Allez demander aux Corses ce qu'ils pensent de la façon dont on gère nos déchets. Troisième sujet très important, en termes de formation professionnelle.
Nous sommes autonomes en matière de formation professionnelle. On n'a pas l'État dans les pattes tous les matins pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Allez demander aux Corses ce qu'ils pensent de la façon dont on fait usage de cette autonomie. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai demandé, c'est qu'on fasse un usage avant d'aller discuter à Paris. Oui, ce sont deux sujets. En matière financière, on n'avait strictement aucun pouvoir. Allez demander à Paris qu'on nous octroie une part d'autonomie supplémentaire alors que nous sommes déjà autonomes, nous en déplaise sur certains sujets. En matière fiscale, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Ça va être compliqué au moment où on va demander un peu plus d'autonomie, de faire la démonstration que le peu d'autonomie, aussi faible soit-elle, vous savez très bien que le peu d'autonomie qu'on nous a octroyé, nous en avons fait bon usage. L'autonomie, ce sont aussi des moyens, et en particulier des moyens financiers. Vous n'avez aucune prise sur la fiscalité. Allons un peu plus loin, Jean-Fitus, là-dessus. Allons un peu plus loin. Très bien, on nous octroie l'autonomie, on nous octroie un peu plus de fiscalité. Alors... Vous le souhaitez? Je le souhaite pour en faire un bon usage. Ça donne forcément. Évidemment, mais je le souhaite, vous dire que c'est des caisses. À condition qu'on me démontre que c'est une façon d'être un peu plus heureux, de rendre les gens un peu plus heureux sur leur territoire. Et pour ça, il suffit d'aller regarder ailleurs. J'ai aussi demandé une étude de droit comparé. Alors, on nous ramène toujours la Catalogne, en gros la Lombardie. Les chocs sismiques dont j'ai parlé tout à l'heure, le terrorisme, l'économie, la financiarisation, allez voir un peu en Andalousie, qui est autonome, en Espagne. Allez voir en Calabre. Ce qui se passe, comment ces régions autonomes et aussi pauvres que peut l'être la Corse ont traversé ces chocs sismiques. Peut-être que ça nous ramènera à une idée un peu plus modeste de nos élans institutionnels sur la capacité à gérer notre propre ressources et à être un peu moins protégés par un État qui fait bouclier lorsque nous sommes dans des grandes difficultés. Si j'ai bien compris vos propos, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, la Corse n'est pas prête à aller vers une autonomie législative, qui est la seule véritable autonomie. Je dis que la fièvre institutionnelle dont s'empare la majorité à chaque fois qu'elle est élue ou réélue, parce que ça fait 3 fois maintenant, n'est pas, à mon avis, la priorité dans laquelle on doit s'engager aujourd'hui. Mais ce qui ne m'interdit pas, je voudrais vraiment être clair là-dessus, d'être en phase avec certaines thèses. Moi, par exemple, qu'il s'agisse du peuple. Moi, je suis pour la reconnaissance du peuple corse, pas de problème avec ça. Oui, c'est une reconnaissance qui n'ouvre pas des droits supplémentaires. À quoi ça sert ? Sur la terre, Marianne Pierre l'a rappelé, pourquoi aller chercher aujourd'hui à faire évoluer nos institutions, notamment la Constitution? Vous pensez que le Congrès à Versailles va se réunir dès le mois de juin prochain pour parler des affaires de la Corse, alors que nous avons des outils, le bail réel solidaire, la défiscalisation, l'article 2 de la loi que nous avons tous voté il y a bientôt 5 ans qui n'est pas en œuvre. Pourquoi la majorité ne se met pas en capacité de déployer ces outils existants? Je dis que la fièvre institutionnelle, c'est une priorité de la majorité. Je dis que ce n'est pas l'alpha et l'oméga du bonheur des Corses demain. Jean-Martin, vous étiez le représentant de la droite régionaliste. Quand on vous entend, qu'est-ce qui reste de régionaliste dans votre propos? Je redéploie ce que je viens de vous dire. Moi, je suis convaincu qu'il existe un peuple corse. Je suis convaincu qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la défense de notre identité. Je suis convaincu qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la promotion et la sauvegarde de la langue. Je suis convaincu qu'il faut créer les conditions pour que les Corses puissent, chez eux, sur leur propre territoire, accéder au logement. Ça me distingue quand même beaucoup de celles et ceux qui vont désigner les candidats LR le mois prochain. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me distingue en même temps des nationalistes, pour répondre à votre question, c'est que lorsqu'ils prennent individuellement et séparément, isolément ces thèmes, la langue, le peuple, la terre, eux, ils font nation. Moi, je ne crois pas que l'avènement d'une nation corse serait de nature à rendre les Corses plus heureux. C'est ce qui me distingue, mais c'est ce qui fait de moi un homme de droite régionaliste, décomplexé, complètement déconnecté des appareils parisiens, et ce qui fait de moi celui qui vous délivre sa part de liberté avec un ton et un esprit qui me semblent singuliers. Et est-ce que vous êtes tous d'accord dans le groupe avec ces positionnements, cette droite régionaliste, par exemple avec Laurent Marcangeli, vous avez une identité de vue sur tous les domaines? Si on était ensemble, c'est qu'on était d'accord.
sur des fois, il y a des divergences, des différences. Évidemment que chacun, et je trouve d'ailleurs que Laurent Marcangeli gère avec beaucoup... favorable à l'autonomie dans le rapport Mascor. Je trouve que une certaine autonomie, gère avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'indulgence l'ensemble des singularités de ce groupe. Évidemment qu'il y a des hommes et des femmes qui pensent différemment. Moi, je suis le promoteur d'une droite régionaliste, et si je me suis retrouvé avec Laurent Marcangeli, c'est parce que nous avons en partage ces points de vue. Le temps viendra, et je pense que ce temps-là doit aboutir avant l'élection présidentielle, parce que si on doit engager des réflexions sur ce sujet... sur le choix des candidats. Attendez. Il soutient Édouard Philippe. Donc Emmanuel Macron. Avant l'élection présidentielle, quel que soit le président désigné, la question n'est pas de savoir qui on soutient, qui on ne soutient pas. La question de l'évolution institutionnelle, ça doit venir sur la table. Je suis en train de vous dire qu'elle doit venir au printemps prochain. Donc il faut qu'on soit prêt. Avec Laurent, il n'y en aura pas. Avec Laurent, nous sommes parfaitement en phase sur l'idée qu'il faut fixer un cap sur l'autonomie, que ce n'est pas notre priorité, mais on ne va pas s'interdire d'y réfléchir. Moi-même, j'étais le premier à vous dire que c'est quand même assez étrange qu'on décide les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à Paris. Ça ne va pas être insurrectionnel si on décide ça à l'Assemblée de Corse. Ce n'est pas le problème le plus important, Jean-Martin, qu'on venait de... Maintenant, je ne suis pas persuadé que si la Corse était en situation de légiférer, je ne suis pas persuadé qu'on rendrait les Corses plus heureux. Vous savez, c'est comme le statut de résident. Madame Pierre l'a très bien posé l'autre jour. On parle du statut de résident comme l'alpha et l'oméga des solutions à l'accès au foncier pour les Corses. On a fait des études d'impact. Vous et moi, si on a un appartement à 300 000 euros, et si demain il y a le statut de résident en place, et s'il vaut plus que 200 000 euros. Comment on compense ces affaires-là ? Il y aura une telle baisse du prix, Jean-Martin Mondologue ? C'est la promesse induite par celles et ceux qui présentent ce texte. S'ils arrivent déjà à contenir le prix, ce sera pas mal. À mon avis, s'ils arrivent à le faire baisser, c'est compliqué. Les uns et les autres, tout respect gardé pour la part d'utopie qui nous habite chacun, que les uns et les autres mettent en place les outils existants, qu'ils mobilisent. Je suis heureux de voir, par exemple, qu'à Porto Vecchio, pour la première fois, on met en place le bail réel solidaire. Mais ça fait 5 ans qu'on propose ça. Ça va permettre à des jeunes couples, ça va permettre à des primo-accédants de pouvoir être maîtres de leurs biens à 60% de la valeur vénale d'un bien. C'est ça aussi aider les Corses au quotidien. Je reviens un instant sur l'unité du groupe. Il n'y a pas eu unanimité sur le vote pour les prisonniers. 4 d'entre eux n'ont pas voté. Il y a des gens qui ont une sensibilité partagée, y compris sur ce sujet. Bon, pour ma part, je suis conscient de la part souffrance qui est induite par ces cas très sensibles. Et je pense que dans un état de droit, il faut donner le droit à ce qui est, mon avis, naturel, c'est-à-dire le droit au rapprochement. Le droit, le moment venu, de libérer les personnes qui sont libérables, et ce qui ne contrevient en rien à l'élan compassionnel qu'on doit avoir pour les personnes qui ont souffert de ces drames. Je vous posais la question tout à l'heure de Jean Castex, justement. La résolution qui a été votée était censée lui être adressée. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous avez des informations sur sa venue ou non ? Est-ce qu'il y a des signes ? Gilles Simeone disait qu'entre le vote et la venue de Castex, il faudrait qu'il y ait des signes favorables ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments là-dessus ? Aucune information. Je ne suis pas dans les coulisses de Matignon. Ce que j'observe, c'est que le président nous a envoyé... le président de l'exécutif nous a envoyé ce matin un courrier nous indiquant qu'il n'avait pas inscrit à l'ordre du jour du budget supplémentaire les provisions liées à l'amende de 88 millions d'euros, ce qui pourrait témoigner, me semble-t-il, d'un signal qui viendrait d'ailleurs tendant à dire qu'on nous autoriserait à ne pas l'inscrire, ce qui pourrait dire qu'à un moment donné, il y a une discussion sur ce sujet. Je n'en sais pas. Alors, voilà, en l'état. On se rappelle des courants faibles. Voilà. Alors justement, vous avez eu l'occasion de faire la transition avec ce dossier des transports maritimes. Bon, on ne va pas refaire l'historique, et d'ailleurs le seul qui a donné une explication, c'est Paul Jacob. Un mot, si vous voulez bien, sur l'historique, parce qu'on est en trompe-l'œil sur ce sujet. Est-ce que... contrairement à aujourd'hui, on part à l'origine. Oui, l'origine. Vous étiez aux affaires d'ailleurs à l'époque. On était aux affaires. En gros, est-ce qu'on a eu... Je présidais la commission des finances. Ange Santigne, Camille de Recaser, Tony Sinali, qui était président de l'Office des Transports, n'ont pas eu les mains libres, il faut le dire, le réaffirmer pour agir. Pression de l'État, pression locale. Aujourd'hui, on ne nous a pas tenus par la manche, mais on ne nous est pas tout à fait autonomes sur ce sujet.
contrairement à aujourd'hui, l'autonomie, vous l'auriez été à l'époque, et si vous aviez eu les salariés devant les grilles de la région, peut-être cette autonomie aurait-elle été ramassée par l'élan et la violence des propos qui étaient tenus à l'époque. Comment on fait aujourd'hui pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Parce que visiblement la Corsica Ferries va encore ester en justice pour récupérer encore des sommes extrêmement importantes. Parce qu'il faut abandonner la DSP pour les passagers, très clairement, et l'idée de compagnie régionale, l'idée très hypothétique aujourd'hui. Écoutez, évacuons la compagnie régionale, c'est un défi, comment dirais-je, idéologique, que la majorité ne relèvera pas pour deux raisons. D'abord, on n'en a pas les moyens, et deuxièmement, ce n'est pas le métier d'une collectivité que d'investir dans des bateaux. Ça fait les gorges chaudes. Dans des avions aussi. Oui, sur un autre registre, au temps où la législation n'était pas celle d'aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est de savoir si on considère qu'il faut une délégation de service public. Autrement dit, s'il faut organiser un service public de desserte maritime entre le continent et la Corse, nous pensons que oui. Sauf que l'Europe, elle, ne l'entend pas de cette oreille. D'où des négociations qu'il faut entreprendre avec l'État, que je vous rappelle que les régions ne discutent pas en direct avec Bruxelles, mais ils discutent avec les États membres en direction de Bruxelles, de façon à ce que l'on puisse faire la démonstration qu'en effet, par ce qu'on appelle la carence du marché privé, la carence de l'initiative privée sur un marché, il y a nécessité... Auparavant, Jean-Martin Mondoloni, est-ce qu'aujourd'hui le privé n'assure pas une partie, ne serait pas en capacité d'assurer une partie? C'est ce qu'il faut démontrer à Bruxelles, mais ce qu'il faut démontrer, c'est avec des tests de marché qui soient viables, parce que c'est en cause aujourd'hui, c'est que les tests de marché sont aujourd'hui remis en cause par Bruxelles. Moi, je pense très simplement qu'il faut faire la démonstration que sur un Calvi-Marseille au mois de février, il n'y a pas de place pour l'initiative privée, mais et que sur de la desserte passager au mois de février entre Marseille et la Corse, il n'y a pas de place pour l'initiative privée. Une fois que nous avons fait cette démonstration, alors il faut organiser, comme c'est le cas sur certains territoires européens, notamment sur des territoires insulaires, en jouant aussi de notre insularité, faire la démonstration à Bruxelles qu'il y a un besoin de service public, sans quoi, évidemment, d'abord, ça fera le beurre de celles et ceux qui nourrissent des recours juteux, manifestement, mais surtout, ça va désorganiser les services publics entre la Corse et le continent. Et il faut garder le même nombre de ports et d'aéroports? Je crois que c'est la 6e fois que vous m'invitez à Contrast, c'est la 6e fois que vous me posez la question. Un peu répétitif, ce sont les mêmes réponses. Ce sont les reliquats de l'histoire. Je note qu'au passage, depuis que vous m'avez invité, Île-Rousse et Calvi ont réfléchi à une mutualisation de leurs efforts. Et historiquement, est-ce qu'il fallait doter d'autant d'équipements lorsque l'on compare les îles proche de Méditerranée, proche de nous en Méditerranée? Manifestement non, je pense qu'avec 2 aéroports et 2 ports, voire même un grand port pour la Corse. Vous savez, les Romains avaient bien vu. Les Romains débarquaient à Lyre. Si on devait refaire l'histoire de façon utopique, un grand port à Lyre suffirait, avec un réseau routier digne de ce nom, à desservir tout le territoire. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut surtout un port à Bastia. Et je pense, parmi toutes les priorités, devant ce que j'appelle l'amplitude océanique des problèmes que doit gérer la majorité, je pense qu'elle devrait ériger en priorité ce port de Bastia. Alors aujourd'hui, il y a une autre crise, c'est celle des carburants. Elle revient sur le devant de la scène au plan national, parce que nous, en Corse, on connaît ça depuis longtemps. Le carburant, il est toujours nettement plus cher qu'au plan national. Alors ni les réunions, ni les souhaits de l'Assemblée de Corse n'y changent strictement rien, même pas les rapports de l'Inspection générale des finances. Est-ce que vous avez la solution? D'abord, avant de poser une solution, il faut être capable de poser le diagnostic. Là, il y a eu des diagnostics. Entre le rapport Prada et l'IGF... Vous avez plusieurs rapports. Vous avez l'autorité de la concurrence. En plus. Vous avez l'autorité de la concurrence. Il y a même des initiatives privées avec une ingénierie de bonne facture qui fait des enquêtes. Il y a le rapport de l'Inspection générale des finances. Aucun de ces rapports n'est en mesure de vous démontrer pourquoi il y a 14 centimes de différence alors que nous faisons l'objet d'une réfaction de TVA. Donc une fois qu'on l'aura démontré, moi j'ai ma petite idée, moi je pense que ça se joue sur la mutualisation des tankers entre Marseille et la Corse. Mais c'est une idée intuitive, liée à quelques repères peut-être d'ingénierie sur la collecte de certains chiffres. Il faut démontrer la raison pour laquelle, aujourd'hui, alors qu'on devrait la payer moins cher, on la paye plus cher de 14 centimes. Une fois qu'on aura fait cette démonstration... mais ça risque de prendre du temps, hein. Oui, mais lorsque vous mobilisez l'Inspection générale des finances,
qui est quand même, comment dirais-je, l'endroit où la botte de l'ENA se réfugie une fois leurs brillantes études terminées. Une fois que vous mobilisez l'autorité de la concurrence, vous devriez pouvoir expliquer ce choix. Dans l'attente, je pense qu'on explique comment se construit ce prix et quelles sont les responsabilités. Et à ce moment-là, évidemment, s'en prendre responsable. Parce que là, on s'en prend un peu à tout le monde. On s'en prend en rubis, on s'en prend en transporteur, on s'en prend en routier. Est-ce qu'il ne faut pas bloquer les prix en attendant ? Je pense que dans l'attente, pour répondre complètement à votre question, c'est la proposition que nous avons faite, il faut que le gouvernement, par décret, puisse aujourd'hui créer les conditions pour qu'on bloque, mais pas durablement, bloque le temps, qu'on identifie les responsabilités et que Bruxelles soit convaincue, parce que la législation française, elle n'est jamais que l'héritière de Bruxelles. Et les articles en question disent très simplement que c'est la loi du marché qui fixe les prix. En Outre-mer, c'est bloqué. En Outre-mer, à la faveur... Ce serait beaucoup plus cher qu'ici, ça. À la faveur dérogatoire de l'article en question qui pourrait être mobilisé, le Code de commerce, de façon à ce qu'on puisse, le temps d'identifier les responsabilités, faire en sorte que ce qui pèse aujourd'hui dans une région qui est nécessairement dépendante des déplacements en véhicule fasse l'objet d'un moratoire, en tout cas de l'attente. On a bien créé un bouclier tarifaire pour le prix du gaz et de l'électricité. J'ajoute, pour faire un meilleur lien avec l'électricité, qu'on prend une mauvaise voie avec les voitures électriques. Là, vous avez la COP26. Tout le monde va dire qu'il faut des voitures électriques, il faut des voitures électriques. Vous arrivez chez un concessionnaire, il vous fait la démonstration par A plus B qu'il faut acquérir un véhicule électrique. Vous avez votre véhicule électrique. Moi qui suis venu ce matin de Bastia, comment je repars ? Pendant que je viens à Viastel, il faut que j'aille à l'autre bout de la ville télécharger ma voiture. Donc voilà par exemple un registre de compétences pour parler du travail d'opposition qui est la nôtre à l'Assemblée depuis des temps, parce qu'on nous dit vous êtes une opposition inaudible, molle, insipide. Et nous, on est ce qu'on est. Nous, les gens qui travaillent au service de la Corse, on fait des propositions. 134 demandes d'amendement, 4 retenues. 85 motions, 5 adoptées. À un moment donné, on se heurte sur des problématiques liées à l'énergie, liées à l'eau, liées au foncier, liées à des thématiques fondamentales, à une forme de mutisme de l'opposition qui n'accepte pas, en dehors des grands discours d'ouverture sur l'opposition, d'entendre que l'opposition, elle est là aussi pour faire fonctionner les affaires de la Corse. Alors, développement économique de la Corse, il se décline en plan après plan, depuis le plan de 57 et puis le PEI. Aujourd'hui, c'est le PTIC qui prend la suite. Alors, on va regarder les modalités avec ce sujet de Pierre-Éric Nannini. PTIC, 4 lettres et un nouvel acronyme pour désigner le plan de transformation et d'investissement de la Corse. Un second plan de 500 millions d'euros sur 5 ans qui prend la suite du programme exceptionnel d'investissement, le fameux PEI, 1,9 milliard investi en 20 ans. Mais le PTIC semble bien différent de son prédécesseur, sur la méthode déjà. Là où le premier était construit dans la globalité et répondait à des lignes budgétaires bien précises, le second est mis en œuvre uniquement par le préfet. La collectivité de Corse n'est pas décideuse. Une situation qui ne convient pas à Gilles Simeone et qui a donné lieu à plusieurs passes d'armes entre le président de l'exécutif et Pascal Lelâche. C'est pas nous qui faisons, hein. Nous on accompagne. Vous voyez, on n'est pas en train de court-circuiter la collectivité de Corse. Son attente est très légitime. Je rappelle qu'on se situe bien dans un contrat de relance. Donc cette discussion, elle est ouverte et elle a vocation, idéalement, à un moment à déboucher sur un accord. Au-delà de la méthode, le montant aussi a été source de tension. 500 millions d'euros quand l'exécutif en demandait 700. Autre point de désaccord, le taux de financement des projets, 80% maximum alors que Gilles Simeone en espérait 10 de plus. Mais alors, quelle est la philosophie de ce plan? Certains lui reprochent de ne pas être structurant. Là où le PEI investissait dans les routes, chemins de fer, équipements publics, ce PTIC interroge par ses choix. Au programme, financement d'un téléphérique à Ajaccio, de la rénovation du stade de Furiani ou encore de celle de l'aéroport de Figari. Enfin, dernière critique, la répartition géographique. Les 3 grandes intercommunalités de l'île se taillent la part du lion. L'intérieur, lui, semble oublié. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Gilles Simeone il y a quelques semaines sur ce même plateau. Ce que m'a dit le préfet, dans 10 ou 15 ans, mot pour mot, il me l'a dit. 90% des Corses vivront à Bastia, Ajaccio et Porto-Vecchio. Et c'est donc dans ces 3 villes qu'il faut concentrer les infrastructures et les efforts d'investissement. C'est une vision qui est radicalement différente de la nôtre. Nous, aujourd'hui, on part d'une situation où il y a effectivement 80% des Corses qui vivent dans des zones urbaines et périurbaines. Et notre stratégie, c'est de changer le modèle. Pas encore débuté, que ce PTIC semble quasiment englouti, se pose déjà la question d'une éventuelle rallonge.
Alors Jean-Martin Mandolone, qu'est-ce que vous pensez de la philosophie de ce énième plan et des choix qui sont faits, vous qui avez eu à gérer le PEI? D'abord, moi j'ai une réserve sur les plans, sur la durée des plans. Moi je pense que le monde d'aujourd'hui est changeant et lorsqu'on a une vue quinquennale des choses, c'est-à-dire à 5 ans, c'est déjà bien. Les plans à 20, à 30 ans. Référence notamment au gros débat sur le PADUC, des débats interminables, alors qu'on a du mal à avoir une visibilité sur l'année qui vient. Je pense qu'il faut être très prudent. La deuxième chose, c'est sur les taux de financement. C'est passé inaperçu, parce que j'en reviens en essayant de faire valoir l'action qui a été celle de l'opposition sur la précédente mandature. Vous savez, on s'était fait un peu rouler dans la farine sur le PEI, puisque la clé de financement, on devait mettre 30%, là où l'État en mettait 70%, et nous n'avions pas, in fine, les moyens de mobiliser 30%. Lorsque Macron est venu à Côte-Sanne, pendant que d'autres organisaient une bouderie généralisée, moi j'étais à Côte-Sanne. Et j'avais arraché, enfin sinon arraché, en tout cas questionné le président de la République en direct sur la clé de financement. Et la queue de financement du PEI, c'est bon de le rappeler, elle est montée à 80%. Bon, 10% sur les sommes qui étaient investies, c'est pas rien. Donc je pense qu'il faut d'abord poser les clés de financement. Après, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on monte à 80-90% de la part de l'État, parce que c'est ce que demande Gilles Simeone, que l'État a un peu son mot à dire. Le problème, c'est qu'il n'a que son mot à dire. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, vous, par exemple? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir un partenaire qui met, lorsque vous mettez 1 euro, qui en met 9, et dire, c'est moi qui vais décider. Je pense qu'il faut rentrer dans une logique de partenariat assumé, mais sinon en rapport avec, au prorata des sommes investies, en tout cas dans quelque chose de beaucoup plus respectueux. Ce qui nous avait d'ailleurs valu une différence d'appréciation avec Jean-Guy Talamone, parce que j'ai parlé de déférence. C'est déférence au sens où moi je l'entendais. C'est pas une question de soumission, c'est une question de partenaire d'égal à égal, à voix égales. Bon, ça c'est la première chose, la clé de financement. Après, il y a le choix. Le choix est de être fait en bonne intelligence entre les choix qui sont formulés par l'Assemblée de Corse et les choix qui sont formulés par l'État, qui peut avoir une vision stratégique, qui en général n'est pas aux antipodes de celle qu'on définit nous. Le téléphérique d'Ajaccio, la piscine de Porto-Riche et la couverture du stade de Fourian. Ce sont les maires et les présidents d'intercommunalité qui ont signé. En revanche... Ce n'est pas vraiment des équipements stratégiques, ça. En revanche, mais on en revient aux évolutions institutionnelles. Nous, on n'a pas, comment dirais-je, été les porteurs de la fusion et de la collectivité unique. On va dire on l'a subie d'une certaine façon, elle est là. On en fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais là, on est en train d'assister à une recentralisation des pratiques, une espèce de jacobinisme ajaxien qui fait qu'à un moment donné, les maires, qui ont quand même une légitimité, notamment les maires des grandes villes, les présidents d'interco, qui ont une légitimité territoriale, se verraient confisquer leur choix de développement par une assemblée qui, par ce mode de scrutin, et vous savez que nous avons fait une proposition alternative, ne représente pas les territoires. Et quand on sait le rôle aujourd'hui dévolu à la Chambre des territoires, aujourd'hui on ne peut pas faire procès au maire, au président d'Interco, de vouloir avoir et mettre en valeur en direct avec le préfet. Au moment où Jean Badjol dirigeait la collectivité de Corse, lorsque le PEI a été fait, c'était les équipements structurants. Et effectivement, il a mis l'argent là sur les routes, sur le train, sur un certain nombre d'équipements structurants. Aujourd'hui, entre les 3 exemples que je vous ai cités, est-ce qu'on est dans les équipements structurants? Vous avez d'abord raison de rappeler que Jean Badjol était un grand président, et si, je m'en félicite, et je veux rappeler combien je suis fier d'être son fils spirituel. Concernant le PEI. Sur le PEI, lorsque l'on voit, et je pense que le président actuel doit en être, sinon jaloux, en tout cas envieux d'une certaine façon, ce qui sortait de terre dans les années 2000, avec la capacité d'investissement liée au PEI, mais les efforts déployés par la collectivité de Corse, et ce qui se passe aujourd'hui, un seul chiffre pour mémoire. On investit aujourd'hui avec les 3 collectivités à peu près autant que ce que nous investissions, nous, avec une collectivité, il y a 20 ans. Donc ça en dit long, si vous voulez, sur la façon dont cette maison a changé. La vocation de cette maison, elle a complètement mué d'une maison qui investissait vers une maison aujourd'hui qui est en charge du fonctionnement, même si la vérité, l'honnêteté commande te dire qu'elle a absorbé des compétences autres que la compétence d'investissement. Je crois qu'en effet, il faut en revenir à quelques équipements pour ce qui touche essentiellement des plans de rattrapage. Le PTIC, c'est des plans de relance qui sont destinés à satisfaire notamment des objectifs territoriaux. Pas seulement des maires.
Est-ce que vous partagez la vision qui est exprimée par Gilles Simeone de ce qu'aurait dit le préfet? En substance, dans 15 ans, l'immense majorité des Corses vivra à Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. C'est là qu'il faut concentrer les investissements. Est-ce que cette vision-là, certes, c'est pas le préfet qui nous l'a dit parce que c'est Gilles Simeone dans le reportage, mais est-ce que ça, vous la partagez? C'est ni Gilles Simeone ni le préfet, c'est l'air du temps. Je veux dire, l'urbanisation des consciences et des pratiques, aujourd'hui, lorsque un habitant dans le monde s'installe dans le rural, vous en avez 12 qui s'installent dans l'urbain. Donc c'est des pratiques qui ne peuvent pas échapper à la Corse. La Corse vit dans le monde. On doit aller là-bas, ou est-ce qu'on peut penser à un rééquilibrage en investissant ailleurs pour faciliter la vie dans ces territoires? Il faut qu'on trouve un équilibre avec la défense de la ruralité, mais une défense de la ruralité qui ne soit pas mythifiée. En prenant en fait les grandes mutations de ce monde, c'est que les gens s'installent dans les villes. Vous savez, j'avais un débat l'autre jour avec le maire de Bastia, qui n'était pas content parce que nous avons déposé une motion visant à ce qu'on érige dans les années qui viennent un lycée au sud d'Ajaccio et un lycée au sud de Bastia. Encore, je pense que Borgo est une bonne option, peu importe. Il faut deux grands lycées au sud d'Ajaccio et de Bastia. Il me dit, mais je comprends, si tu mets un lycée dans la plaine orientale, ou en tout cas à Borgo, les gens vont plus venir à Bastia. Donc ça répond à la question que vous posez. À un moment donné, il faut bien mettre des équipements structurants là où les gens s'installent. Bon, c'est pas vraiment le rural. Hein. Non, je veux dire simplement, lorsqu'on répond à la question des investissements, il faut mettre des investissements structurants là où les besoins s'expriment. Et le premier critère de définition des besoins, c'est quand même la démographie. Il faut équiper les territoires où les gens sont installés. Ça ne veut pas dire qu'on peut observer dans le temps des bouleversements démographiques. Et moi, je suis un ardent défenseur de la ruralité. Je pense d'ailleurs que les propositions formulées par Annette Pierre sont de nature à la fois recréer de la vitalité dans le rural, faire en sorte de mettre un terme à l'indivision et réhabiliter des biens qui aujourd'hui sont en déshérence. Donc je pense qu'il y a cette part de l'effort à faire. Quant aux équipements structurants, pardon, si vous allez faire une route aujourd'hui, ce n'est pas faire insulte aux territoires les plus désertifiés que de dire que si on doit mettre le paquet sur des équipements structurants en matière de route, il faut le faire sur les grands axes. Oui, moi je défends, là, lorsque j'étais candidat aux élections territoriales, ne prévoit pas des choses comme ça. Un grand projet qui mobilisait la Banque européenne d'investissement. Je suis surpris d'ailleurs qu'elle ne soit pas sollicitée depuis le temps qu'on en parle. Mais quand vous parlez avec les banques européennes d'investissement ou avec les acteurs de la Banque européenne d'investissement, vous n'avez pas parlé pour refaire les refuges du GR20. Et il faut avoir des grands projets. Moi, j'avais dans l'idée, à l'époque, de faire un grand axe Corse-Sardes qui mette Bastia et la Sardaigne à 1h30 de route. Voilà de quoi il faut parler. C'est pas l'objet du PTIC. Non, il n'y a rien dans le PTIC. C'est pas l'objet du PTIC, mais je pense que le PTIC n'a pas été pensé. Le PTIC, c'est par qui? C'est 500 millions d'euros. Oui, mais renouvelable. Non, mais je veux qu'on situe les choses. 500 millions d'euros, pardon, mais à l'échelle du rattrapage structurel de la Corse, c'est au bout, tu es. Quand vous investissez sur un axe Corse-Sardes, on parle de 3 à 4 milliards d'euros. Oui, le PTIC n'a pas été pensé par les élus corses. Le PTIC, il a été pensé à Paris dans le cadre du plan de relance. Moi, je pense qu'à la place de céder à des fièvres institutionnelles, ou en tout cas concomitamment, lorsqu'on monte à Paris discuter de choses qui concernent la Corse, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire état de l'usage que nous avons fait du PEI, de dire très tranquillement que nous aurions besoin d'un autre plan d'investissement, cette fois en bonne intelligence avec l'État. Quand je dis en bonne intelligence avec l'État, c'est pas seulement sur les fonds, car il y a un problème dont on ne parle jamais, c'est l'ingénierie. Lorsqu'on vous donne 2 milliards d'euros et qu'on vous dit, bon, choisissez vos choix, ou allez, soyez dans une codécision avec l'État. Prenons l'hypothèse où les choses se passent bien, on s'entend avec l'État. Reste qu'il nous faut des ingénieurs, il nous faut recruter des cadres de très haut niveau, PEI, hein. à la fois pour bâtir l'ingénierie nécessaire au niveau matériel, l'ingénierie financière, et puis l'ingénierie de direction des équipes. Jean-Martin Mondolane, vous avez dit il y a un instant que la capacité d'investissement de la collectivité de Corse est peanuts. Là, vous nous dites que le PTIC, 500 millions d'euros, so bout. Alors,
quel développement dans ces conditions pour la Corse? C'est la raison pour laquelle moi je milite, lorsque nous avons discuté à Paris d'un nouveau plan de rattrapage, puisque on voit bien que sinon satisfaire quelques besoins locaux qui agrémentent la vie des Corses, on ne va pas être dans le rattrapage structurel avec 500 millions d'euros. Et avec les blocage est aussi à ce niveau-là aujourd'hui. Avec les capacités complètes, un mot là-dessus, complètement obérées de la collectivité liées à la fusion. Rappelons-nous, on n'en finissait plus de nous raconter que nous allions mutualiser avec la fusion. Alors, je ne vais pas vous faire de procès inutile. Il y a à peu près un peu plus de 4500 agents à la collectivité. Ce serait malhonnête de ma part de dire qu'il y en a beaucoup plus qu'on a beaucoup recruté. Ce serait faux. Seulement, il y avait un pari que traduisait la trajectoire dite Kopfler. Kopfler, il dit quoi? Au moment où on identifie ce qu'on appelait le trou de Jacob. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur ce qu'on appelle des arriérés de mandatement. Peu importe. Donc on dit oui, vous pouvez emprunter 100 millions, vous pouvez tenir une trajectoire soutenable dès lors que vous faites les efforts en charge de personnel. Mais il dit pas qu'il ne faut pas embaucher davantage, il ne faut pas créer de postes. Il n'y a pas beaucoup de postes qui ont été créés. C'est moi, il disait une chose. Vous avez la chance d'avoir une collectivité qui est jeune, dont les premiers entrants ont désormais l'âge de la retraite. Il faut tirer le plein bénéfice de ces départs à la retraite pour comprimer les charges de personnel. Donc la trajectoire Kopfler, elle faisait ça. Nous, on a exposé avec désormais, on le verra au budget supplémentaire dans les jours qui viennent, une dette, un mur de dette qui avoisine le milliard d'euros. Donc en matière de gestion des charges de personnel, on a obéré considérablement la possibilité d'investir. Ce qui obère, je le dis, pour en revenir à mon propos initial. Vous savez, tout à l'heure, je dirais que quand on va monter à Paris, discuter des évolutions institutionnelles. On me dit, mais oui, mais vous avez déjà un peu d'autonomie. Un peu ou beaucoup, selon comment on voit les choses. Là n'est pas la polémique. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle me dit, oui, nous, on est un PEI, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait dans vos propres finances? Autonome dans nos finances, Jean Vitus. Il n'y a pas l'État qui nous dit, en opportunité, l'État ne fait aujourd'hui qu'exercer un contrôle de légalité, pas d'opportunité sur nos choix budgétaires. Choix budgétaire, au terme de 5-6 ans de vie de la majorité nationaliste et quelques années de vie de la fusion. Force est de constater que nous avons aujourd'hui une difficulté à mobiliser des fonds pour faire ce qui doit être le job de cette collectivité, investir. Juste très vite, très rapidement, un mot sur l'énergie. L'alimentation énergétique de la Corse, on est dans le flou le plus total. Même chose pour l'alimentation en gaz des deux villes, Ajaccio et Bastia. Les Corses, là aussi, continuent à payer plus cher. Comment on fait? Écoutez, moi, il fut un temps où, quand vous m'invitiez, vous me parliez du Galci et du Sarco. On n'entend plus parler du Sarco et du Galci. Tout ça, ce sont des on a eu le Synchrotron, on a eu des tas de projets comme ça. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tendre vers des énergies renouvelables. Mais à un moment donné, le principe réalité nous rattrape. Lorsqu'on aura mis des éoliennes dont personne ne veut, lorsqu'on aura fait des barrages dont personne ne veut, lorsqu'on aura mis des panneaux photovoltaïques dont personne ne veut, il faudra bien qu'à un moment donné, on alimente la Corse en énergie. Et je crains qu'à terme, la seule solution soit un cordon qui nous relie, mettant ainsi un terme à l'autonomie ou mythe de l'indépendance énergétique, à des territoires qui seront alimentés par l'énergie nucléaire, si j'en crois ce que nous a annoncé le président de la République hier. Moi, je suis assez réservé sur le gaz depuis le départ. J'y crois parce que je pense que c'est une solution palliative. Et je pense que l'État serait bien inspiré d'honorer sa signature et ses engagements sur ce sujet. Pour autant, dans le monde qui est celui de mes enfants aujourd'hui, parler de gaz me semble à contre-courant du sens de l'histoire. On devrait aller vers des énergies un peu plus propres. Ça veut dire que le seul projet qu'il y avait sur la table, aujourd'hui, il est remis en cause. D'abord, on voit que le prix du gaz augmente, donc peut-être c'est pas le moment de faire ce choix-là. Du moins, on peut arguer de ça aujourd'hui comme argument. Et ensuite, il y a cette idée de la COP26, pas d'énergie fossile. Pourtant, le gaz est le moins polluant. Il pollue beaucoup moins que le fioul du Vous gaz. avez le fioul lourd, après vous avez eu le fioul léger, et puis après vous avez le gaz. Bon, tout ça sont des énergies fossiles, on peut se le dire, même si c'est moins polluant que le fioul lourd des années 80. Je pense qu'on aurait intérêt à investir dans des énergies, y compris innovantes. Mais là aussi, ça demande des négociations de très haute portée et de très haut vol quant au financement. Un dernier mot, ce sera la dernière question, après ce sera fini. Le rapport de la GIRS qui a été publié par le journal Le Monde récemment a montré qu'il y avait effectivement un système mafieux en Corse. On attend toujours le fameux débat à l'Assemblée de Corse. Alors la majorité, visiblement, ne l'a pas encore prévu, mais on s'en parle comme une demande très forte de l'opposition.
Écoutez, nous, on est dans l'opposition, donc on n'a pas la maîtrise de l'ordre du jour. On pourrait insister. Non seulement on insistera, on apportera notre contribution. Pour ma part, j'ai toujours dit que si on a identifié en Corse une criminalité d'exception, il faut en mettre en face une justice d'exception. Il ne faut pas avoir peur non pas des dérives, mais des pouvoirs qu'on donnerait à cette justice d'exception, si on veut mettre un terme à ce qui est quand même une gangrène de la Corse et qui va générer à la fois sur des aspects matériels, mais sur des aspects psychologiques pour les jeunes qui ont besoin d'entreprendre et qui ont besoin qu'on leur éclaire les horizons, des difficultés majeures. Je pense que nous aurions intérêt à nourrir un débat de grande qualité sur ce sujet. Il faut qu'il ait lieu avant la fin de l'année. Ce serait bien qu'avant l'échéance capitale que représente l'élection présidentielle, nous ayons un avis sur ce sujet éclairé à donner aux instances qui auront à gérer le pays dans les prochains mois et les prochaines années. Eh bien, Jean-Martin Mandolone, ce sera votre conclusion. Merci de votre invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Patrick, Dominique, merci à vous également. Contrasto oramai è compiuto ridoremo da qui a poco, da qui un mese poco più, per un'altra emissione con un altro convidato. Intanto, buonasera a tutti. Je sais que tu t'appelles Ma, que tu aimes les œufs sur le plat, les films de Charlot, et que tu étais en 3e au lycée. Le cycle Yves Montand se poursuit sur Via Stella, avec Quelques pas dans la vie ou Tempi Nostri en version originale. Veux-tu savoir ce que fait un homme quand il ennuie une femme? Il l'ennuie. Et qu'a-t-il fait de précis? Il m'a ennuyé, c'est Oh, Jésus! Un film à sketch franco-italien réalisé par Alessandro Blasek et Paul Pavio, sorti en 1954.